rejoindre. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode des webinaires donc, de Simco Consulting. Au programme aujourd'hui, l'externalisation des activités de transport et d'entreposage. On met le tout dans le même lot, même si on a une petite habitude et sans forcément beaucoup réfléchir, à dire transport, j'externalise, entreposage, je fais en propre. On va regarder un petit peu tout ça, on va regarder quelle est l'approche, puisqu'il y a une approche commune quand même, puisqu'on confie des matières et ces marchandises donc à un tiers. Mais en attendant que tout le monde puisse finaliser sa connexion et en message d'accueil et de bienvenue, peut-être pour les nouveaux qui participaient donc à ces webinaires, je vous propose un petit film de présentation de Simco Consulting. Voilà, donc bienvenue à vous qui vous êtes connectés pendant cette vidéo de présentation. Simco Consulting, vous connaissez maintenant. L'idée, c'est de vous emmener vers le best-in-class logistique. 2 400 000 euros d'euros de chiffre d'affaires, dont 70% dédiés à des activités donc, de projets d'entrepôt, une vingtaine de pourcents sur d'autres sujets qui sont liés à la supply chain, la prévision, le lean, etc. Et puis 10% sur un catalogue de formation qu'on tient à votre disposition sur mesure intra ou inter-entreprise. Nos activités, on l'a évoqué, donc intralogistique manuelle automatisée, support aux appels d'offres logistiques, on va en parler maintenant, puisqu'on peut se positionner à la fois côté donneur d'ordre, à la fois côté donc prestataire, la configuration du réseau de distribution, la simulation de flux, qui est un outil assez magique d'anticiper et de valider un investissement à venir, et puis donc le support externalisation donc des transports, là aussi tout dépend de quel côté on se place, plutôt 3PL ou plutôt donneur d'ordre. Nous intervenons aussi bien dans le secteur de l'agroalimentaire, la pharmacie, la métallurgie, tout ce qui va être lié à la grande distribution et au e-commerce, le luxe, l'habillement également, tant sur des usines donc, et des entrepôts donc d'usines que sur les entrepôts et centres de distribution, et donc encore une fois en accompagnant des prestataires logistiques. Un aperçu des grands comptes et des clients pour lesquels Simco a pu œuvrer depuis 40 ans maintenant, puisqu'on fête la 40e année de Simco cette année. C'est qu'un aperçu. Évidemment, pour ceux qui nous rejoignent ou qui n'auraient jamais assisté donc, à nos éditions de webinaire, à l'issue donc, de la session, vous recevrez un lien à la fois pour pouvoir charger le support de présentation, à la fois pour revoir en replay si nécessaire la présentation. Je ne vais pas tout détailler de ce que vous allez pouvoir voir à l'écran. Vous aurez donc, ce support et vous pourrez prendre le temps d'observer, d'analyser le contenu et de nous recontacter si nécessaire. Et comme d'habitude également, si vous avez des questions, vous avez le chat, un outil clavier. N'hésitez pas, saisissez donc vos questions et ce sera avec plaisir que j'essaierai d'y répondre à la fin de la session.
Alors, les activités de Simco, on l'a vu, organisation donc du réseau de distribution, tout ce qui est schéma directeur, les master plans et l'aménagement donc d'usines, tout ce qui est logistique d'entreposage, l'externalisation des transports et des entrepôts qui va nous occuper aujourd'hui, la prévision de la demande, la gestion des stocks, la ligne de production, manufacturing, et puis donc ce catalogue de formation. Et puis donc vous voyez un peu le détail de l'offre principale de Simco concernant donc la logistique d'entreposage. Le programme aujourd'hui, déjà, on va commencer par peut-être des erreurs à éviter quand on va commencer à parler et à raisonner externalisation, transport logistique. On va parler du contexte, un peu de lexique. On va voir comment est-ce qu'on prépare ce projet, comment est-ce qu'on mène la phase d'appel d'offres, et puis ensuite, comment est-ce qu'on conduit le projet et comment on l'emmène à son succès. Alors d'abord, ce qu'il faut éviter. Alors, ce qu'il faut éviter, et l'erreur que je vais commencer à commettre aujourd'hui, c'est de vous parler en 3/4 d'heure, 1 heure, de ce thème d'externalisation, puisqu'évidemment, ça entraîne beaucoup de choses. C'est pas en 1 heure de temps qu'on va évoquer, et c'est pas à l'issue de ce webinaire que vous allez décider ou non de sous-traiter. Par contre, ça peut être à l'issue de ce webinaire que vous allez avoir peut-être une approche, et je vous le souhaite, une approche différente, avec peut-être une réflexion différente et un axe d'amélioration parce que vous avez déjà des sous-traitants en place ou parce que vous envisagez de sous-traiter telle ou telle activité. À ne pas sous-estimer non plus donc la relation transporteur et donc du coup passer toute cette phase méthodologique de mise en œuvre. Ça peut être facile de confier un transport à un tiers. On le fait tous les jours quand on poste du courrier, quand on poste un colis, on établit le timbre, on établit un contrat de transport donc avec le transporteur qui est à la poste. Et donc, c'est de manière assez naturelle que quand on est en entreprise, ben, on achète du transport pour confier notre marchandise. Et on verra pourquoi après, puisque la législation du transport est très réglementée. Et donc, c'est difficile pour les entreprises de posséder, d'avoir une flotte de véhicules, ce qu'on appelle en propre, donc de ses propres véhicules qui pourraient éviter d'externaliser le transport, parce qu'on a quand même pas mal de contraintes tant financières que législatives pour posséder ses propres camions. Se limiter à une relation donneur d'ordre fournisseur et à un simple objectif financier, c'est absolument ce qu'il faut éviter, puisque n'oublions pas que vous allez confier vos marchandises à un tiers, que c'est votre réputation qui est en jeu, qu'il faut que vos produits arrivent en bon état, qu'il faut qu'ils arrivent en respectant donc ce que le client a commandé en termes de qualité, en termes de quantité, en termes de référence. Et donc, il y a forcément un suivi à faire quand on confie notre prestation à un prestataire. Et puis évidemment, confier un prestataire sans suivre la qualité de la prestation, sans mettre en place des indicateurs, qui étaient l'objet de notre webinaire il y a 2 semaines, que je vous invite à revoir si vous n'avez pas participé. Eh bien, on peut arriver à un déphasage et ne pas suivre justement sa réputation à l'ère de la e-réputation. Ce serait dommage de ne pas bénéficier de ce suivi et de ne pas superviser la qualité de la prestation pour s'assurer la satisfaction des clients internes. Alors, quelques chiffres. Aujourd'hui, ce transport routier intérieur, hein, on est sur des chiffres français, les derniers qui ont été publiés là, au mois de mai 2021, qui donc nous montrent les chiffres de 2019 par exemple. On voit que sur donc, cette unité qui est de milliards de tonnes kilomètres parcourues en France, sur le territoire français, en 2019, sur un total de 322 donc, milliards de tonnes kilomètres, on compte à peu près 21,2 donc milliards de tonnes de kilomètres de transport réalisés, ce qu'on appelle en compte propre, c'est-à-dire pour soi-même, sans faire appel à un transporteur. Et donc, on arrive à peu près à 7%, 7% du marché donc, qui est encore en compte propre, ce qui veut dire 93% de ces unités donc de milliards de tonnes kilomètres sont confiées à un prestataire français, étranger, avec des véhicules utilitaires, etc., quel que soit le moyen, mais en tout cas, donc on est à peu près à 93% de sous-traitance aujourd'hui sur cette partie-là. Et c'est pour ça aussi que on pense assez naturellement,
quand on pense transporteur, on ne pense pas forcément externalisation, et pourtant on externalise une partie de son activité. Si on regarde ici, alors un document qui est assez dense et riche, qui nous montre un certain nombre d'entrepôts de plus de 5000 m². Donc les derniers chiffres qui sont donc disponibles sont les chiffres de 2018. Donc on parle d'EPL, entrepôts et plateformes logistiques. Hein. Donc ici donc de 5000 m² au plus, en fonction d'un secteur d'activité. Donc on en a 74 sur le territoire qui concernent l'automobile, 422 qui concernent le commerce de détail, 912 sur le commerce de gros, 1237 sur l'industrie, ça explose, et puis transport et logistique 1289. Alors comment interpréter ce document? Eh bien on prend les 1289 entrepôts de 5000 m² et plus qui sont plutôt donc associés à des transporteurs et des logisticiens, et on le divise sur le total. Alors j'ai fait l'opération, donc un total donc de 4286, 4300 EPL. On est sensiblement à 30% aujourd'hui de bâtiments donc supérieurs à 5000 m² qui sont externalisés, donc qui sont gérés par des transporteurs et de l'entreposage. Alors sachant qu'on peut aussi avoir donc une externalisation qu'on appelle in situ, c'est-à-dire qu'un prestataire logistique assure les activités logistiques au sein d'un bâtiment qui lui va être déclaré sur l'industrie, le commerce de gros, de détail, etc. Donc, difficile d'avoir des chiffres exacts, mais c'est sensiblement les chiffres qu'on peut avoir et que nous donne Xerfi, puisque Xerfi, alors sur la part transport, nous dit en 2015, alors j'ai pas plus récent comme chiffre malheureusement, mais en 2015, on est sensiblement à 90-90% à peu près. Là, je viens d'annoncer 93, donc c'est des chiffres qui collent hein, à peu près. Donc 9 personnes sur 10 ou 9 transports sur 10 sont confiés à un tiers. Et puis on voit ici la proportion donc d'entreprises, alors de 100 salariés plus ou de 50 à 99 salariés, qui confient leurs marchandises, et on retrouve ces 30% ici, le pavé bleu en bas à droite, 30% des entreprises de 100 salariés et plus donc, font appel à de la sous-traitance, des opérations d'entreposage, de stockage et évidemment de préparation de commandes. Voilà un peu pour le contexte. Alors, ce contexte évolue. Pourquoi? Parce qu'on a des exigences qui arrivent de plus en plus dans nos entreprises, des exigences de niveau de service, des exigences d'augmentation et de profondeur de gamme, puisque avec les obligations notamment de mettre en place et mettre à disposition donc, les pièces détachées pendant une période de 10 ans après l'arrêt de mise en vente d'un produit, entre l'évolution e-commerce qui augmente le nombre de lignes de commande et qui fait diminuer donc le nombre de pièces, et donc ça augmente le nombre d'envois également, mais ça change la configuration des envois, entre l'augmentation donc de la qualité produite en interne et perçue par le marché, la croissance du service logistique avec de plus en plus d'importance sur toute la partie système d'information, suivi, tracking, tracing, et puis donc tout ce qui est service à valeur ajoutée, qui peuvent être du reconditionnement, la blisterisation, des packs promotionnels, qui peuvent être donc tout ce qui va être livraison à domicile, voire livraison et montage à domicile, vont nous inciter à aller chercher des gens qui savent bien faire, dont c'est le cœur du métier, et finalement nous permettre de recentrer nos activités à l'essentiel, qui peuvent être à la production, qui peuvent être au négoce, etc. Et cette valeur ajoutée qui va être demandée par le client, on va aller la confier à un prestataire, aussi bien transport que logistique, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, et qui lui va être organisé pour pouvoir justement suivre la tendance évolution du marché et de manière peut-être multi-donneur d'ordre, optimiser et amortir un peu plus facilement des amortissements et les faire bénéficier aux donneurs d'ordre. Sachant qu'on est dans ce monde qu'on appelle VUCA, vous avez très certainement entendu parler de ce terme, où il est difficile de prévoir. Il était difficile de prévoir le corona l'année dernière, il était difficile de prévoir le taux d'abstention, visiblement, aux dernières élections. On ne va pas faire de ce webinaire
un- un événement politique, mais on est quand même dans cette notion d'imprévisibilité, avec un marché qui est volatile, qui est incertain, qui est complexe et qui est ambigu, et qui fait que aujourd'hui on nous demande 100 d'une catégorie, demain on va nous demander 20 d'une autre, et puis après-demain la catégorie initiale va totalement disparaître parce qu'elle sera plus du tout demandée, et donc il faut qu'on s'adapte. Même le temps aujourd'hui ne nous permet pas donc de stabiliser nos ventes. On le voit bien, on a un coup trop chaud, un coup de l'orage, un coup il fait frais, et puis on ne sait pas trop ce qui nous attend. Euh, L'évolution du marché, elle est aussi liée donc à l'évolution de la supply chain et cette notion d'entreprise étendue, où on doit communiquer avec nos fournisseurs, on doit communiquer avec nos clients, mettre de l'information disponible, la rendre disponible, pardon, cette information. Et donc, cette notion qui est définie dans la stratégie, dans le besoin client et donc qu'on prend en compte en termes de stratégie supply chain, elle devient tactique à travers est-ce qu'on sous-traite, est-ce qu'on fait en propre, et puis donc sa partie exécution et suivi, surtout suivi. Là, on est sur la partie opérationnelle, et c'est vraiment un enjeu capital pour nous. Alors pourquoi est-ce qu'on va sous-traiter? Vous allez vouloir peut-être recentrer vos activités sur votre cœur de métier, recentrer vos énergies financières, vos énergies humaines, vos surfaces. On rencontre souvent des cas de dire j'ai besoin d'augmenter ma zone de production, ma surface de production. Je vais empiéter sur ma surface logistique d'entreposage et puis, je vais réfléchir à ce que je fais de mon entreposage. Est-ce que je vais le sous-traiter ou est-ce que je vais reconstruire une unité, agrandir une unité pour mon entreposage? Ou dans des moments, on peut empiler des couches et puis on a un peu de stock un peu partout. Et donc là, il y a besoin absolument de recentrer. Et donc, on va parler de sous-traitance ou on va parler de mettre en place une véritable logistique qu'on va faire en propre, mais à un moment donné, il faut des clés de décision pour le choisir. On peut avoir une notion de couverture géographique. Évidemment, on a une entité de production, on a des véhicules, des camions. Si c'est pour aller livrer à l'autre bout de la France, à l'autre bout de l'Europe, quelques colis par-ci par-là, ça va nous coûter très cher en termes de coûts, hein, pas bon pour la planète déjà, et puis donc les kilométrages à vide, etc. Si on n'a que nos marchandises à livrer, on a peu d'intérêt à avoir des camions en propre. On va plutôt bénéficier, privilégier des camions en propre pour faire des livraisons qui vont être à proximité ou qui vont nous permettre de réaliser ce qu'on appelle des boucles avec des produits qu'on livre et puis d'autres qu'on récupère et qu'on ramène à l'usine en termes d'approvisionnement ou autres, ou produits semi-finis par la sous-traitance. Et donc ça, c'est des éléments. La couverture géographique va avoir un impact important, notamment quand on va parler donc de l'activité transport. Question d'expertise, question d'expérience. Est-ce qu'on a les bonnes personnes aux bons endroits pour pouvoir par nous-mêmes assurer une activité de transport ou logistique, ou est-ce qu'on va plutôt aller chercher donc un service extérieur? Ces notions de coût, hein, coût fixe, coût variable, hein, alors il ne s'agit pas non plus de transmettre la patate chaude en disant j'ai des activités qui sont très soumises à variation. Je ne veux pas assumer ces variations, je vais demander au prestataire de les assumer et je vais rendre tout en variable. Alors évidemment, dans la relation donneur d'ordre fournisseur, prestataire, on va avoir un décalage et on risque d'avoir un contrat de relativement courte durée. La notion de flexibilité qui est importante aussi. Donc en dehors des pics, on peut avoir des prestataires qui, eux, peuvent avoir des dossiers avec des donneurs d'ordre à contre-saisonnalité, c'est-à-dire que j'ai un creux en milieu d'année pour augmenter un stock pour livrer et assurer Noël. Je vais peut-être faire en sorte de pouvoir avoir un dossier en tant que prestataire, un dossier qui va me permettre de remplir mon entrepôt aussi et d'avoir une activité qui va être peut-être plus intense sur le milieu d'année, de manière à pouvoir réaffecter à la fois les surfaces en mètres carrés et réaffecter les effectifs et les personnels et pouvoir jouer sur cette flexibilité, cette évolution. L'évolution des normes de législation qui fait que peut-être à un moment donné,
bah oui, c'est peut-être mieux de confier sa prestation à un prestataire, alors que ce soit les normes de transport, législation sur les carburants, le CO2, etc., ou les normes aussi d'entreposage avec les évolutions, l'ICPE et tout ce qui va derrière. Voilà, ou tout simplement parce qu'on n'a pas de flotte de transport. Et encore une fois, le transport, on l'aborde peut-être de manière un peu différente que la logistique. Alors évidemment, on a des craintes à cette sous-traitance, hein. On dit: «Ouh là là, mais combien ça va nous coûter?» On confie nos marchandises à un tiers, on n'a plus le contrôle. Quand bien même on met un suivi en place, bah, qu'est-ce qui nous garantit que le prestataire en question va pouvoir nous suivre en termes de besoins? D'autant plus si on a des pics. On peut avoir une notion de méfiance, on va confier sa réputation à un tiers aussi. Et puis, on a des notions, donc, et cet équilibre entre durée et investissement. De plus en plus aujourd'hui, de donneurs d'ordre souhaitent mettre sur le marché confier des contrats courts à leurs prestataires. Mais qui dit contrat court dit peu d'investissement côté prestataire, puisque ben, on a une valeur comptable à l'issue du contrat qui est assez conséquente. Et donc, difficile d'établir un partenariat dans ces cas-là. L'idée, c'est peut-être de trouver une durée qui soit équilibrée, qui permette un investissement du prestataire pour pouvoir répondre le mieux possible à nos besoins, à notre stratégie, à nos clients, et donc d'amortir sur une période un peu plus conséquente cette notion donc d'investissement, de manière aussi à rationaliser les coûts pour le donneur d'ordre si on se place en position de donneur d'ordre. Et tout ça, pour, je veux dire, limiter ces craintes, évidemment, il faut préparer. Il faut donc préparer l'activité, on va voir comment. Il faut avoir un bon contrat et puis surtout, évidemment, vous faire accompagner par un bon cabinet de conseil, celui qui veut vous faire devenir le best in class in logistique. N'hésitez pas, évidemment, c'est Simco. Et vous aurez mes coordonnées à l'issue sur la dernière page de cette présentation. Alors, l'évolution du marché toujours sur l'avenir, ben, on va avoir un beau focus sur cette notion de satisfaction client. Et quand on regarde, ben, en général, les projets qui se passent mal sur la partie externalisation, aussi bien transport que logistique, sont des dossiers qui ont été mal préparé, mal anticipé. Les données entrantes qui ont permis à un prestataire de répondre à un appel d'offres, de répondre à un besoin client, ben, n'étaient pas suffisamment détaillées, où on a omis certaines informations. Ben, peut-être qu'on a omis de manière volontaire un peu, on va dire, bah non, bah, si on lui dit ça, il va prendre peur, donc on va peut-être pas lui dire tout de suite. Ah bah oui, mais quand on le découvre après, c'est encore pire. Ou alors on l'a mis parce qu'on ne savait pas nous-mêmes qu'on avait telle spécificité. Des fois, il y a un décalage entre la prestation telle qu'on l'imagine et la prestation telle qu'on la réalise. Et donc, l'idée de faire appel à un tiers, encore une fois, est plutôt quelque chose d'assez bénéfique pour vous. Les objectifs qu'on va se fixer, évidemment, c'est on va exiger d'un prestataire un niveau de service, une continuité du service, un délai qui va donc un lead time, donc de la commande à la livraison client qui va se réduire le plus possible pour être le plus réactif vis-à-vis du client, une zone de plus en plus large à parcourir, et donc le tout en réduisant ses coûts. C'est ce contexte qui fait qu'une entreprise va pencher pour aller confier donc sa marchandise, sa prestation à un transporteur ou à un prestataire, parce qu'à un moment donné, ben, il y a des choses qu'on ne peut pas faire nous avec nos moyens, parce qu'on veut peut-être plutôt dédier notre énergie à notre production, à notre cœur de métier, et donc laisser entre guillemets cette part-là d'optimisation à quelqu'un dont c'est le cœur de métier, puisqu'un prestataire logistique ou un transporteur, c'est leur cœur de métier de faire la préparation et du transport. Alors on a, je vais passer rapidement sur ce slide, on peut s'adresser à des prestataires donc qu'on appelle 1 PL, 2 PL, 3 PL, 4 PL, 5 PL. Pardon, il faudrait utiliser donc et citer ces PL en anglais. Le simple PL, entre guillemets, un PL, on fait du transport et la distribution. Le 5 PL, lui, va amener des innovations, il va prendre
l'intégralité de vos flux en charge. C'est lui qui va amener l'optimisation. C'est pas vos services qui vont optimiser des notions de transport, de distribution, de stockage, etc. C'est bien lui qui va amener sur la table des compétences supplémentaires. Et aujourd'hui, les prestataires logistiques sont équipés de bureaux d'études, ont des ingénieurs qui travaillent chez eux et des gens donc très diplômés qui permettent d'ajouter cette valeur ajoutée, de fournir cette valeur ajoutée à votre service. Alors, comment on s'y prend? On va s'y prendre d'abord avec, on va définir un plan d'action, on va définir les enjeux, et sur cette partie qu'on va vouloir sous-traiter, on va faire ce qu'on appelle un RFI, c'est le terme anglais, Request for Information, c'est-à-dire qu'on va se renseigner qui sur le marché pourrait répondre à notre besoin. Encore une fois, transport ou logistique, en termes de secteur activité, en termes de ah, mais j'ai vu qu'on a tel réseau de distribution, tel destinataire. J'ai vu un transporteur là qui les livrait. Ça veut dire que lui, il a déjà un portefeuille de rendez-vous, il connaît déjà le client. En termes de taille, en termes d'implantation géographique, en termes de services, de réputation, etc. Donc là, on va lancer, donc, et on a des outils qui nous permettent de le faire. Il y a des annuaires de prestataires qui existent. Il y a les prestataires qui sont évidemment connus des cabinets conseils. Donc, on va aller cibler un certain nombre d'entreprises et on va définir avec qui on voudrait travailler. Ce retour donc de RFI va nous permettre de lister un certain nombre de prestataires que l'on va solliciter et à qui on va donc soumettre un cahier des charges. Ce cahier des charges, donc, qui aura été préparé au préalable en fonction des chiffres clés de l'entreprise, en fonction de l'évolution, de la prise en compte de la stratégie de l'entreprise, en fonction du besoin, des spécificités, des horaires, des besoins en système d'information également. Donc, ce cahier des charges, donc c'est quelque part cette description technique de qu'est-ce qu'on va demander aux prestataires, dans quelles conditions, avec quelles contraintes, etc. Et on va définir dedans également les indicateurs, ces fameux indicateurs de suivi dont on parlera plus tard, puisque ces indicateurs et ce cahier des charges va être le draft finalement d'un contrat. Et dans ce contrat, on va utiliser des indicateurs et on va les qualifier de SLA, Service Level Agreement, un accord sur le niveau de service, qui peuvent nous permettre, quand on a un engagement sur une durée avec un prestataire, donc qui peuvent nous permettre peut-être à un moment donné de réduire cet engagement parce que le prestataire en question ne nous donne pas satisfaction en termes de qualité de service, en termes de critères qu'on va définir. Et donc, ça va nous permettre de sortir du contrat, ça va nous soulager puisque vous démarrez, si vous n'avez pas de clé de sortie, de possibilité de sortie quand vous démarrez avec un prestataire et vous signez pour 5 ans. Si dès les 6 premiers mois, votre prestataire met à mal votre image, votre réputation en servant très mal les clients ou avec des retards systématiques, avec des produits abîmés, des erreurs de préparation ou autres, au bout de 5 ans, vous n'existerez plus puisque vos clients vous feront plus du tout confiance. Donc, il faut absolument, dès la phase d'appel d'offres, définir ces niveaux de service minimum et puis ensuite les retravailler, les suivre avec vos prestataires dans le cadre de comités de pilotage ou de comités de suivi, de manière à pouvoir vous assurer qu'il y a des réactions de prise par ce fameux sous-traitant prestataire. On va avoir donc cette phase donc si on revient sur la phase donc de préparation d'appel d'offres, on peut avoir une notion d'audit aussi, hein, c'est-à-dire que une fois qu'on a des retours, qu'on a peut-être émis une shortlist et qu'on va cibler et travailler de manière plus précise avec trois prétendants ou plus selon le réseau de distribution évidemment où vous voulez faire, vous allez peut-être vouloir voir un peu quelles sont les réalisations de ces prestataires. N'hésitez pas à solliciter des réunions, des visites, des retours clients, de manière à pouvoir être sûr de vous engager avec telle ou telle entreprise. Et puis une fois que vous avez sélectionné, donc comme dans tout projet, il faut suivre le projet, le mettre en place, définir des jalons, et puis commencer à détailler comment vous allez avancer
sur la partie informatique, système d'information, sur la partie RH, ce qui est reprise du personnel ou pas, sur la partie technique, sur la partie contrainte client, etc. Donc de manière à pouvoir préparer l'intervention de ce prestataire. Et donc, vous allez pouvoir faire un audit pour évaluer l'efficacité, l'organisation, pour avoir peut-être un réseau de distribution, un modèle de gestion qui soit capable de répondre à vos attentes et de réduire vos coûts, pour vérifier si le prestataire en question utilise son WMS, son TMS, si c'est lui qui est sur la planification ou si c'est vous qui allez le faire. Tous ces éléments-là doivent être analysés. C'est pas parce que dans le cahier des charges on mentionne que voilà comment on voudrait travailler que le prestataire ne peut pas lui-même proposer aussi des services à valeur ajoutée en disant mais et c'est bien son rôle vu ce que vous me demandez, voilà ce que je préconise, comment je veux fonctionner et je vais pas utiliser votre WS, je vais utiliser le mien parce que je le connais, parce que mes équipes le connaissent, parce que j'ai un entrepôt peut-être multi-client. Par contre, il faut évidemment assurer cette partie système d'information, ça c'est capital. Et puis, tenir compte aussi de l'évolution des réseaux de transport. Aujourd'hui, il y a beaucoup donc, de réseaux qui se sont créés entre différents transporteurs, régionaux, nationaux, internationaux. Il y a de la messagerie palette, il y a la messagerie tout court, il y a des hubs, il y a du cross-docking. Donc, n'hésitez pas à challenger votre organisation pour pouvoir rentrer le plus facilement possible aussi dans les organisations à travers ces schémas directeurs et ces organisations des différents transporteurs pour aller chercher une efficience en termes tarifaires notamment. Euh, et puis donc il y a ce périmètre également que vous allez aborder dans votre plan d'action, c'est la durée du contrat. Voilà, plus j'ai de spécificités, plus je vais demander à un prestataire d'investir, plus le contrat devra naturellement être long. Ou s'il est plus court, il faut s'attendre à devoir assurer, financer en fin de contrat toute la partie valeur résiduelle des installations et des investissements qui auront été faits par le prestataire qui n'aura pas amorti totalement ces investissements. Au même titre, si vous avez un contrat long, que vous prolongez ce contrat, à un moment donné, les investissements vont être amortis. Donc, à vous de vérifier qu'il y a un impact dans les tarifs et un impact positif plutôt sur la partie tarification, sauf à avoir des nouveaux investissements qui arrivent entre-temps ou des renouvellements. Il y a toujours une partie maintenance quand on parle d'automatisation notamment. Mais charge à vous de bien vérifier, dire attention, on signe avec une durée d'amortissement. En dessous, j'ai des valeurs résiduelles. Au-dessus, je dois avoir un effet bénéfique sur mes tarifs. Une approche en projet aussi, hein, ce mode projet qui est importante pour la soumettre aux fournisseurs et pour avoir des jalons bien détaillés. Et puis découper ce projet avec des périmètres très précis sur l'appel d'offres, sur la typologie des produits, sur les zones géographiques, etc., de manière à pouvoir euh, avancer le plus rapidement possible avec les prestataires. Le RFI dont je parlais tout à l'heure, où nous avons aujourd'hui des cartographies qui existent et qui sont intéressantes, qui sont faites par IT Incel, et que je vous invite à découvrir, où on va découvrir ici tout un panel de transporteurs avec leurs spécificités, sous format d'une carte de réseau de transport urbain. Chaque station de métro ou chaque arrêt va considérer va représenter un prestataire et puis les lignes qui passent à travers ces lignes de métro vont représenter un peu leur spécificité en fonction des couleurs, etc. Donc si on prend ici un exemple, Steph, on voit qu'il a une couleur turquoise, une couleur noire. Donc noir c'est 3PL et turquoise c'est transporteur spécialisé, évidemment c'est du fret. Voilà, donc on est sur ce type de cartographie qui vous permet de cibler tel ou tel réseau de transport, tel ou tel transporteur pour lui soumettre et vous proposer votre RFI.
Une fois que vous avez le RFI, donc vous avez une phase d'entretien. Il faut que ça passe bien, évidemment, en termes d'hommes, hein. Et là aussi, vous pouvez passer donc, par des cabinets conseils sur est-ce que vous assurez déjà ce type de service, quelles sont les valeurs ajoutées complémentaires que vous pouvez amener à un donneur d'ordre, à quel tarif, sous quelles conditions, comment est-ce que vous fonctionnez, etc. Est-ce qu'on rentre dans une politique? On croise aussi les tailles des entreprises. Est-ce que le tout petit prestataire peut répondre à un appel d'offres et travailler pour un grand donneur d'ordre? Ou est-ce que le grand donneur d'ordre doit absolument travailler avec un grand prestataire et on oublie les petits? Est-ce que les petits doivent travailler ensemble? Donc tout ça, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on discute. C'est pas parce qu'on est petit qu'on répond pas. Au contraire, en général, on a plutôt de l'agilité à répondre donc aux besoins. L'appel d'offres ensuite, lui doit être découpé en plusieurs parties, hein. C'est je présente ma société, je présente ma problématique, je vais donc rentrer dans le détail donc, du cahier des charges, on va le voir après, et puis quels sont les jalons, quelles sont les étapes de cet appel d'offres avec les différentes dates clés. C'est un dossier complet que vous allez remettre à votre prestataire, logistique ou transport encore une fois, de manière à ce qu'il réponde au mieux à vos attentes et à vos besoins. Et puis donc arrive la phase du cahier des charges où vous avez donc la description des spécifications techniques et logistiques, les instructions pour la présentation de l'offre, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre sur vous quand vous allez me présenter votre tour, ce dont j'ai absolument besoin, tout ce qui est donc notamment sur les transporteurs, hein, vérifier donc qu'on a bien la licence transport européenne, qu'on a bien les assurances qui vont bien, qu'on a bien les garanties financières, etc. Donc, puisque encore une fois, le transport est un métier qui est très très réglementé en France, les obligations, tout ce qui va être lié donc à la législation, les spécificités techniques, la manière dont on prend en charge les flux d'entrée, de sortie, de préparation, la structure tarifaire aussi. Quand vous émettez un cahier des charges, expliquez et mettez à vos prestataires potentiels, vous leur donnez votre propre grille de chiffrage. Alors, ça n'en empêche pas en général de vous proposer la leur, mais au moins qu'ils renseignent celle-ci, et ça va vous faciliter la comparaison donc de retour d'appel d'offres entre différents prestataires. Et encore une fois, j'insiste un petit peu sur ce point, mais c'est important. On va considérer que notre cahier des charges qu'on va émettre ici pour le prestataire, où on amène un peu les contraintes et les exigences, il va devenir de manière assez naturelle le draft du contrat, le brouillon du contrat. Et donc, c'est bien sur cette base qu'on va démarrer les négociations donc avec un transporteur et non pas rajouter des éléments supplémentaires au bout de quelques semaines de discussion. Point important sur le cahier des charges, description des flux physiques, description des flux d'informations, puisque on est sur ce qu'on appelle encore une fois l'entreprise étendue, hein, la supply chain aujourd'hui. On doit communiquer, on doit récupérer l'information, transmettre de l'information et donc la récolter et s'assurer de la manière dont on va informer les clients sur les avancées des différentes commandes. Et puis on a évidemment la partie flux financier. C'est comment est-ce qu'on rémunère le donneur d'ordre, les conditions de paiement, etc., les bonus éventuels, les pénalités éventuelles, donc tout ce qui va être vraiment tout ce qui va tourner autour de la rémunération de la prestation. On a des données logistiques ou transport à fournir, hein, quand on parle donc de données physiques, c'est comment ça rentre, comment ça sort, est-ce que j'ai une saisonnalité, est-ce que je bosse beaucoup le lundi et très peu le vendredi, ou est-ce que je bosse pas le vendredi, est-ce que je suis fermé le vendredi après-midi. Est-ce que j'ai des contraintes de traçabilité en termes de numéro de lot, de numéro de série, de DLC, de DOT si on est dans le pneumatique. Voilà, toutes ces parties-là doivent être absolument évoquées. Et d'une, parce que ça peut avoir un impact sur les conditions de stockage et de préparation derrière, avec un impact
qui vont toucher directement à la productivité ou à l'optimisation, à la densification du stockage. De deux, parce que les systèmes d'information doivent aussi être prêts. Le jour où un client dans l'alimentaire vous demande de faire un inventaire, un état de stock de tel numéro de lot parce qu'ils ont un souci, qu'il va falloir qu'ils le retirent du marché ou là faire un contrôle, etc. Si il y a un bon montage du dossier, les numéros de lot, vous les avez intégrés dans votre système d'information, vous savez les associer avec des adresses de stockage en stock. Si ça n'a pas été bien monté et si vous avez zappé ce point-là, eh ben, votre prestataire va vous dire OK, pas de souci, on est vendredi, demain c'est un peu juste, bah, samedi prochain, là dans 10 jours, je loue 4 nacelles, je fais venir 10 personnes, ça vous coûtera tant et je suis capable de vous dire où sont les différents lots. Sauf qu'il sera passé une bonne semaine, que ça va vous coûter très cher et que dans une semaine c'est trop tard, qu'il va du coup falloir peut-être arrêter l'activité, etc. Tout ça parce qu'on n'avait pas anticipé sur une notion de système d'information. C'est un exemple tout bête, mais on le voit de manière assez régulière. Donc, il y a la partie qualitative et la partie quantitative, hein, ce que je disais tout à l'heure, donc avec vraiment l'image, la manière dont ça rentre, dont ça sort, et à travers donc ce qu'on appelle une étude de faisabilité et qui fera objet donc du prochain webinaire, c'est le 8 juillet. Ce sera un mercredi, je crois, prochain, notez bien la date. On fera un exercice, j'allais dire, autour de l'étude de faisabilité pour vous montrer qu'est-ce qu'on est capable de sortir avec une interprétation de données pour vraiment exprimer et configurer le flux cible à travers donc une analyse quantitative. Ne pas oublier non plus des projections à moyen terme, à 3 ans, 5 ans, 10 ans, si l'entreprise le sait. Alors, ok, on est sur un monde qui est VUCA, mais vous avez des objectifs, vos propres objectifs, partagez-les. Un dossier d'externalisation qu'on monte aujourd'hui, votre prestataire dit, ok, il faut que je construise un entrepôt, le temps de préparation, de contractualisation, de dossier, de première pierre, de permis de construire, etc. Dans 2 ans, vous avez le bâtiment, 2 ans et demi. Si vous reprenez, alors 2020, on oublie les historiques, on prend donc 2019. Si vous prenez la base 2019 comme base de calcul, dans 2 ans, à 10% par an de croissance, votre client aura largement dépassé 2019, vous aurez votre entrepôt, il est trop petit. Voilà, donc il faut se poser les questions, il faut se projeter, surtout prendre des risques et se projeter dans l'avenir. Les projets d'externalisation, donc dans la préparation de l'offre, n'hésitez pas non plus à définir la structure tarifaire que vous attendez. Il y a des coûts, donc ce qu'on appelle de start-up ou ce qu'on appelait de start-up. Alors maintenant, le terme start-up est utilisé différemment. Des frais de déménagement, de démarrage. Puis ensuite, on va retrouver l'impact d'une structure de stockage et puis une structure de manutention, hein, quand on parle évidemment de logistique. Il y a la partie transport avec tous les pieds de facture. C'est très important d'analyser les pieds de facture puisqu'on a les taxes gasoil, on a tout ce qui est région parisienne, on a des taxes qui sont liées à des notions d'activité, de surcharge, de saisonnalité, etc. Les taxes qui sont liées à des accès sur des stations touristiques, des stations de montagne ou autres. Donc voilà, tout ça, analysez bien. C'est pas uniquement une grille tarifaire avec un prix au poids, une grille de poids, une grille de kilomètres qui va vous falloir. C'est bien tout ce qui est pied de facture qui représente un pourcentage assez important aujourd'hui de la facturation globale de votre transporteur. Et puis vous avez donc toutes les activités annexes qui ne sont pas prévisibles dans un contrat, mais qui pourraient arriver. Donc c'est de l'heure de régie, c'est des heures, c'est combien va me coûter mon inventaire annuel, etc. Donc tout ça, il faut bien penser à le prévoir dès le départ en discussion avec vos entre clients et prestataires. Et puis vous avez des exigences parce que vous voulez que l'approche avec votre prestataire soit gagnant-gagnante, il y ait des descriptions donc qui aillent sur l'établissement donc de coûts par activité. Donc on revient sur ces grilles de tarifs. Et puis il faut que ce soit simple. Il ne faut pas passer non plus 2 jours et demi à analyser ou à réaliser ou à interpréter une facture. Il faut vérifier les sources qui donne l'information. Est-ce qu'on est bien d'accord sur l'information entrante qui va faire l'objet d'une facturation, de manière à avoir une facturation qui soit la plus simplifiée possible.
Et là aussi, imposez votre grille. Comme ça, vous pouvez comparer vos offres. Et puis surtout, ne mettez pas d'éléments, ne cachez rien à votre prestataire. On entame pour moi une relation de partenariat et donc il faut échanger sur tout ce que vous allez avoir à faire et sur les difficultés éventuelles au fil de. Alors, dans la préparation des offres, on va parler des besoins de stockage, on va parler des besoins de manutention, hein. J'ai coutume, et vous savez qu'on est ici dans l'ancien siège de Kodak à Chalon. On parle du film, on parle de la photo. Le film, c'est le flux, c'est ce qui rentre, c'est ce qui sort. La photo, c'est ce qui est dans le stock. Si vous donnez à un prestataire logistique uniquement le flux, alors le transporteur va s'en contenter évidemment. Le prestataire logistique a besoin de calibrer un stock, de réserver des surfaces pour vous, des emplacements physiques. Est-ce que c'est au sol? Est-ce qu'on peut monter en hauteur? Est-ce que les produits sont lourds? Sur quel type de palette ils sont manutentionnés, etc. Donc tous ces éléments vont forcément devoir rentrer dans les critères et dans les discussions et dans les descriptions de votre besoin. Pareil en termes de transport, vous allez devoir donc identifier les facteurs de coût. Est-ce que c'est au mètre, au poids, au volume, le rapport poids-volume, etc. Et puis donc dans votre approche, si on fait un focus sur le transport, avoir une approche également géographique, puisque on est sur des transports. On peut avoir des transporteurs qui sont très bons régionalement, mais qui sont peut-être un peu moins performants sur d'autres régions. Voilà, donc n'hésitez pas à multiplier, à pas forcément confier tous vos œufs dans le même panier, et puis donc à aller avoir un équilibre, un rapport prix-qualité intéressant en fonction des différentes régions, et sans toutefois, et ça c'est un conseil, sans toutefois avoir un seul prestataire pour une même zone géographique. N'hésitez pas à doublonner, parce que le jour où il y en a un qui vous lâche ou qui ne sait pas faire, ou vous avez une augmentation de volume, vous pouvez toujours avoir un plan B avec un transporteur qui vous connaît et qui livre déjà donc cette même destination, donc avec une notion peut-être de quota et donc politique régionale euh, de transport. Vous avez aujourd'hui des outils digitaux qui vous permettent soit d'aller faire des appels d'offres en termes de transport, soit d'aller gérer au quotidien des transporteurs. Ça veut dire que vous avez une relation contractuelle qui est un peu différente, et c'est finalement le système d'information qui va vous mettre en relation avec le transporteur, soit parce qu'il est disponible, soit parce qu'il a tel type de véhicule, soit parce qu'il maîtrise la région, soit parce que, enfin voilà, euh, des outils de mise en relation. On appelait ça des bourses de fret avant, c'était spécifiquement des affréteurs qui le faisaient. Aujourd'hui, on a des outils qui vous permettent, avec un peu d'intelligence artificielle en plus, d'aller soit vous mettre en relation et d'avoir des outils d'appel d'offres, soit vous permettre de gérer donc du transport donc au quotidien. Et c'est quelque chose qui arrive de plus en plus aujourd'hui sur le marché, avec cette notion de digitalisation des outils, avec des acteurs assez conséquents qui travaillent tant pour des grands comptes que pour des comptes plus petits. Ces outils digitaux vont permettre une simplification en termes de système d'information. C'est qu'au lieu d'aller vous connecter avec l'intégralité de vos transporteurs pour échanger les flux, vous aurez un outil unique sur une plateforme avec lesquels vous allez donc vos informaticiens vont aller se greffer sur cette plateforme, et la plateforme en elle-même est déjà connectée avec l'intégralité des transporteurs. Un gros avantage en termes de mise en place, d'évolutivité et de changement de prestataire potentiellement pendant la durée, ou parce que vous évoluez dans vos besoins. Donc une seule interface à faire, avec derrière évidemment un coût qui est en général lié au type de service que vous demandez, donc au nombre de connexions et de retours d'informations de la part des transporteurs. Est-ce qu'on vous envoie une information uniquement quand c'est livré? Est-ce qu'on envoie une information avec potentiellement une photo quand on a un litige, une réclamation en réception? Est-ce qu'on vous envoie une information si je suis en retard et j'anticipe le retard? Est-ce que je vous envoie une information quand je suis à l'approche de votre site? Est-ce que je confirme à votre client que j'ai pris en charge la marchandise? Tout ça à chaque fois donc va cumuler des échanges d'informations, va générer donc un flux, un fichier supplémentaire et donc un coût supplémentaire. Et selon les plateformes, ce coût est pris en charge par le donneur d'ordre,
par le client final, mais c'est plutôt en général soit le donneur d'ordre, soit le transporteur. Et si c'est le client final, bah, c'est intégré, lui, dans son coût de livraison des produits. Vous avez plus de relation directe avec un transporteur, vous simplifiez le processus. Donc vous avez plus les mails, les fax et les coups de fil à passer à vos transporteurs, et c'est la plateforme qui va aller chercher un transporteur disponible. Si le transporteur de rang 1 que vous avez qualifié sur telle région n'est pas disponible, on va aller chercher un transporteur de rang 2 puis de rang 3, de manière à pouvoir vraiment simplifier et rester à votre exploitation transport. Bah, faciliter finalement, favoriser l'appel à la matière grise pour aller gérer les problèmes complexes. C'est pas parce que vous utilisez un outil digital que vous allez plus facilement trouver des camions sur le sud-ouest. Ça peut jouer évidemment, mais à un moment donné, si vous n'avez pas de camion, pas de solution, bah c'est l'exploitant de transport qui va devoir décrocher son téléphone, aller chercher des solutions, sauf qu'il va être déchargé du quotidien, déchargé du reste, simplifié en termes de simplification administrative, et que ce dossier qui est repassé en dessous de la pile de manière régulière, bah, il n'y a plus que celui-ci à traiter, entre guillemets, et donc on va plus facilement trouver des solutions et plus avoir de recul sur une situation pour optimiser une activité. Nous sommes ici donc toujours sur la partie audit, hein, voilà, on peut avoir un audit donc des prestataires logistiques avec des réunions, donc aussi bien sur l'appel sur l'organisation donc des appels d'offres avec des orientations stratégiques, des structures d'entreprise, des couvertures géographiques. Donc tout ça, il faut évidemment en parler. Et puis encore une fois, sur les méthodes, les outils d'organisation de travail, les types de réseaux, les types de systèmes d'information. Donc tout ça, c'est capital d'aborder le sujet avec les prestataires. Et à un moment donné, il faudra comparer l'offre technique, l'offre économique. Faut pas dire, bah, finalement, je vais chercher le moins cher, donc tant pis pour ça. J'avais besoin de tel ou tel type de prestation, mais je vois que c'est un peu cher, donc je vais plutôt privilégier l'économie. Il faut faire un équilibre des deux, c'est important. Il faut challenger, il faut savoir exactement qu'est-ce qui se cache derrière les tarifs, jusqu'où va la prestation, de manière encore une fois à ne pas sous-estimer ou à signer peut-être un peu trop vite et ne pas avoir conscience de tout ce qui se cache derrière une offre et derrière une prestation. Alors je passe sur cette page de texte que vous aurez évidemment avec la présentation. Vous mettrez sur pause pendant la relecture du webinaire. Alors la préparation dans les appels d'offres, activités de soutien aux 3PL est nécessaire pour clarifier les doutes. C'est-à-dire que un cabinet conseil peut intervenir en termes de tiers de confiance, entre guillemets, et discuter avec les deux parties pour s'assurer de l'équilibre, de l'équité, d'un accord gagnant-gagnant entre un prestataire donc, et un 3PL, qui soit transporteur ou prestataire logistique. L'idée, c'est d'organiser des vraies réunions de travail pour aller donc plus loin et calibrer et vérifier donc le contenu des offres. Ce qui permet derrière d'avoir, à travers une grille de pondération, d'avoir différents critères et de pouvoir les qualifier de manière totalement objective, les réponses que vous allez pouvoir avoir donc de la part de différents prestataires, et pour pouvoir aller prendre des décisions avec le meilleur niveau de connaissance, et peut-être en sachant que vous allez signer avec quelqu'un qui est très fort sur telle ou telle partie et qui a peut-être un peu plus de faiblesse sur d'autres parties, et que peut-être vous allez devoir accompagner pour lui permettre de mieux appréhender vos dossiers, vos clients, vos contraintes, et le faire grandir en même temps. Vous avez tout intérêt à l'accompagner sur le sujet. Et puis donc, une fois le prestataire choisi, il faut mettre en place le projet. Et là, on est sur une vraie gestion de projet, sur ce qu'on peut appeler un projet détaillé, avec des jalons, des timings, le tableau de bord de suivi du projet qui va bien, et puis donc tout ce qui va aller finalement constituer également la partie contractuelle, puisqu'on voit souvent des contrats qui démarrent ou des prestations qui démarrent avec un contrat qui n'est pas abouti. N'oublions pas de déterminer les grandes lignes du contrat, d'essayer, quand bien même c'est un peu long à faire relire aux services juridiques et autres, faut que ce contrat soit prêt au moment du démarrage de la prestation, parce que sinon ça peut prêter donc à confusion et à des dérives.
Il faut donc, quand on raisonne sur une prestation, sur une sous-traitance, que ce soit transport ou logistique, il faut avoir cette vision long terme, c'est important et il faut avoir aussi l'analyse des risques. Qu'est-ce qu'on risque à sous-traiter? Quelles sont les difficultés sur lesquelles on pourrait tomber et comment est-ce qu'on doit préparer, accompagner ce partenariat de manière à pouvoir minimiser ces risques, limiter les risques ou alors prévoir des plans B par rapport à tel ou tel risque. Euh, il faut donc connaître ces processus. C'est pas encore une fois une patate chaude qu'on va transmettre à un prestataire. Il faut maîtriser, connaître ces processus, être sûr des niveaux d'information qu'on est capable de transmettre à un prestataire. Si aujourd'hui je traite des commandes non exécutables avec mon service logistique et que le service logistique téléphone régulièrement à l'administration des ventes pour savoir si on peut expédier de manière partielle tel client ou telle commande ou si on doit attendre d'avoir le complément de la commande, etc. En interne, ça passe. Vous le confiez à un prestataire logistique, on fait quoi? Nous, on reçoit une commande, on l'envoie et on déclare des ruptures et on gère des reliquats. Est-ce que le client est prêt à recevoir des partiels, des reliquats? Est-ce que vous êtes prêt à payer 2 transports pour la même commande? Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut absolument se pencher quand il va s'agir d'aller confier notre prestation, notre savoir-faire à un prestataire logistique. On a également, attention, hein, on parle ici de confier une prestation, on peut être aussi sur un renouvellement de contrat ou un changement de prestataire. C'est pas parce qu'on a une autre activité chez un prestataire et qu'il se débrouille et qu'on dit maintenant il fait pas très bien, on va aller chez un autre prestataire. Il faut là aussi maîtriser le processus du prestataire actuel pour pouvoir transmettre les bonnes données au prestataire à venir et là aussi éviter de lui passer des patates chaudes ou tout au moins lui prévenir que la patate est chaud bouillante. La décision de procéder dans une opération d'externalisation, elle doit être partagée aussi à tous les niveaux de l'entreprise, que ce soit, je dirais, évidemment de la hiérarchie de la direction de l'entreprise jusqu'aux caristes, jusqu'aux opérationnels, puisqu'il faut partager les objectifs, les enjeux, il faut que tout le monde s'y mette, et qu'il n'y ait pas une partie des effectifs qui disent oh, moi j'étais pas d'accord pour sous-traiter, on va perdre une partie de notre autonomie, de notre stratégie, donc, et finalement, je ne mets pas du mien. Donc voilà, donc il faut faire attention aussi à bien accompagner, à bien communiquer. Et puis il y a des enjeux juridiques aussi, certaines fois, avec la reprise du personnel, avec une suppression d'activité, avec de la formation, de la requalification, des effectifs en place. Donc il faut bien sûr gérer ça de manière correcte et encore une fois en mode projet. Penser à gérer les phases de transition et les problèmes inévitables, hein, c'est-à-dire qu'on va anticiper ces anomalies quand on va faire des annonces de modifications. Peut-être qu'on sera constitué un stock de sécurité quelque part, en dehors d'un prestataire, en dehors d'un transporteur, pour vérifier, pour s'assurer qu'on va toujours pouvoir suivre le service, assurer le service pour un client. Faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier des avantages d'une externalisation. Puisque quand les bénéfices sont déséquilibrés, à un moment donné, on perd cette notion de confiance mutuelle. Et puis, donc, j'insiste encore une fois sur cette notion de SLA, Service Level Agreement, avec donc des modèles de mesure de performance qu'on doit partager. On doit se figer des objectifs, des indicateurs, mais on doit aussi figer la manière dont on calcule ces indicateurs et qu'on ne laisse pas l'opportunité à tel, et on en a parlé il y a 2 semaines quand on parlait KPI, qu'on ne se laisse pas l'opportunité d'avoir chacun son interprétation d'un indicateur, en disant non, non, regardez, on est bon, non, non, on est bon, et puis au final, c'est quand même le client qui est à la fin et qui va trinquer, entre guillemets, passez-moi l'expression. Alors, vous avez ici donc des règles de succès hein, sur la partie entreposage. Donc, votre prestataire doit connaître et apprendre vos produits, vos services. Les flux doivent être le plus digitalisés possible. Les échanges d'informations doivent être simples. Les informations doivent vous parvenir en temps réel. Et puis, vous devrez vraiment avoir un véritable partenariat. Si on fait un focus sur la partie transport, il faut là aussi vous assurer qu'il y a une garantie du délai, du respect de la législation, que vous pouvez choisir la meilleure solution pour vos flux avec le meilleur moyen de transport possible, pardon,
que vous vous imposez donc un niveau maximal donc, de sous-affrètement. Les sous-affrêtés de rang 1, 2, 3, etc. Ben, c'est très dur d'aller chercher l'information, d'avoir la remontée en temps réel de la livraison et autres, que votre transporteur doit pouvoir vous remonter un incident très rapidement et pas quand le chauffeur revient à la fin de la semaine, qu'il a fait une tournée de livraison, qu'on voit qu'il y a une anomalie sur une aide de voiture. Et puis une notion de facturation la plus simple possible. Ça, c'est quelque chose qui va limiter les risques de litige et d'interprétation entre vous. Dans les règles de succès, vous pouvez aller chercher donc, sur le site du gouvernement donc, tout ce qui va être lié à la partie RSE, référentiel RSE logistique. Ça date d'octobre 2018. Et dedans, il y a un chapitre justement sur les champs d'action en termes d'échange et de sous-traitance avec deux objectifs: accompagner les entreprises à filière logistique dans une démarche de responsabilité sociétale, faciliter les échanges entre donneurs d'ordre et prestataires de services logistiques, notamment lors des appels d'offres. C'est-à-dire que ça donne un peu les règles à suivre de manière à pouvoir avoir un respect mutuel entre les différentes parties prenantes. Ce n'est qu'un guide, c'est un engagement volontaire, il n'y a pas d'obligation, mais je pense qu'un document qui est sorti comme ça fin 2018 va rentrer dans la législation très rapidement. Alors, quand on regarde ici sur cette partie sous-traitance, on a des enjeux, donc l'importance donc pour les parties prenantes qui sont donc sur l'axe des ordonnées. En abscisse, on a l'importance pour les opérateurs d'activités logistiques. Et puis, donc, on voit un peu ces enjeux de santé, sécurité au travail, de changement climatique, de liens durables avec les clients, les sous-traitants, les fournisseurs, etc. Donc, on voit cette notion importante. L'idée, c'est pas de dire je confie ma prestation ou mon transport à un opérateur qui va pouvoir aller jouer sur la productivité, faire des économies, faire n'importe quoi avec mes produits en termes d'activité, etc. Non, il faut bien sûr s'assurer là aussi des conditions de travail. Il ne faut pas aller chercher juste un prix qui va aller dire que je reporte là aussi des économies et une mauvaise gestion des effectifs, par exemple, sur un prestataire. Alors on arrive, voilà, j'ai dépassé un petit peu, ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on discute, on arrive un peu à la conclusion de ce webinaire. Le message, c'est quoi? C'est que l'externalisation, c'est un choix stratégique d'une entreprise, mais qui doit être accompagné par une véritable démarche si on veut la mener vers le succès. On ne peut pas prendre cette notion à la légère, entre guillemets, et dire bah ça va bien se passer, il n'y a pas de raison, pourquoi je lui donnerais mes volumes, il a qu'à s'adapter, etc. Non, il y a une méthodologie, il y a un processus. Alors évidemment, on a parfois un temps qui est très restreint pour mettre en place, mais c'est pas grave, il ne faut pas griller les étapes, quitte à aller très vite. Il faut absolument définir le besoin, voir comment on l'applique, à quelles conditions, et derrière suivre la mise en route. Les avis divergent sur l'opportunité d'externalisation de certains processus. Encore une fois, le cœur, la décision première, elle est liée à votre stratégie. Est-ce que ma logistique, mon transport font partie de la stratégie d'entreprise, auquel cas je vais peut-être avoir plus de mal à aller la sous-traiter, ou est-ce que c'est quelque chose qui est relativement standard, classique, et je préfère me concentrer sur mon produit, auquel cas je vais avoir une plus grande tendance à externaliser. On peut aussi avoir des prestataires qui sont très spécialisés sur des domaines d'activité qui peuvent vous faire bénéficier des différentes expériences, mais le mieux, évidemment, c'est de faire appel à un cabinet conseil. Rendez-vous le 8 juillet à 11 h. On va parler études de faisabilité. Là aussi, c'est comment est-ce qu'on récolte les données, comment est-ce qu'on les met en forme, les interprète pour pouvoir mettre en place un scénario possible d'externalisation ou pas d'ailleurs, puisque l'étude peut mener à la décision d'externaliser ou pas. Ça, c'est pour le 8 juillet prochain. Sur le prochain slide, vous avez nos coordonnées, mais tout de suite, et comme d'habitude, je vous propose donc de répondre à vos questions et à vos attentes en vous remerciant. Alors, 30 secondes, le temps d'aller voir si j'ai quelques questions qui ont été posées. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des questions. Il y en a au moins une.
Alors, la question qui est posée, la première, est-ce que les difficultés, la logistique liées à la crise sanitaire depuis un an permettent de mieux choisir les meilleurs prestataires, c'est-à-dire ceux qui sont plus efficients, plus réactifs, etc. Ouh, voilà une très belle question. Euh, je vais la relire. Est-ce que les difficultés de la logistique liées à la crise sanitaire depuis un an permettent de mieux choisir les meilleurs prestataires, c'est-à-dire ceux qui sont plus efficients? Alors, en fait, Euh, on a plusieurs approches possibles, plusieurs lectures de cette question. On a effectivement un vécu depuis un an et demi, avec avantage inconvénient d'assurer ou de faire assurer une prestation logistique. Toutes les entreprises, qu'elles soient donneurs d'ordre, qu'elles soient logistiques, qu'elles soient transport, ont subi des arrêts, l'impact alors soit un arrêt administratif, soit un impact lié à la maladie des effectifs. Et donc, en fonction des entreprises, elles ont plus ou moins assuré leur service. Certains transporteurs, en tout début de crise, ont arrêté totalement leur livraison. D'autres ont mis en place, se sont adaptés, ont mis en place des systèmes de livraison sans contact, entre guillemets, sur la base de prise de photos avec géolocalisation de la photo pour agir en tant que preuve d'accès de livraison. Euh, Certains prestataires ont montré peut-être plus d'agilité que d'autres. Certains donneurs d'ordre ont confié plus facilement et ont accéléré leur transition parce que n'étaient pas forcément digitalisés. Pour faire du télétravail, il faut avoir des digitalisations et autres. Donc, on peut aller chercher mais on n'a pas un catalogue entre guillemets tout fait en disant bah, tel transporteur, tel prestataire ou tel donneur d'ordre, voilà comment ils ont réagi pendant la crise. Non, ça va être plutôt dans le cadre du RFI qu'on va poser les questions pour savoir et pour avoir un retour sur les critères. Euh, Beaucoup de donneurs d'ordre quand même ont accéléré un processus d'externalisation. C'est quand même à noter, hein, c'est dans les faits, pour aller pouvoir mettre en place des notions de e-commerce, de click and collect et autres, et des nouvelles organisations donc, de livraison, peut-être pour à un moment donné contourner les circuits classiques de livraison. Une autre question, les coûts de stockage se définissent-ils au mètre carré à la palette stockée? De quel ordre de prix s'agit-il? Alors, je ne vais pas m'engager sur un ordre de prix. Je vous appellerai en direct et on aura une conversation si vous le souhaitez sur le sujet. Alors, difficile d'estimer comme ça en, à blanc si on va plutôt être sur du mètre carré ou sur de la palette stockée. Vous avez plusieurs types de relations avec un prestataire. Soit vous allez chercher, soit vous lui annoncez donc un niveau moyen d'activité ou de stockage de l'ordre de 3500, 4000, 7000, 18 000 palettes. Euh, et vous lui annoncez une variation très forte. Dire que vous dites, en été, je vais descendre à 9000 et puis en hiver, je vais monter à 18 000. Là, il faut effectivement aller faire en sorte que votre prestataire ne vous dédie pas une surface qui puisse prendre votre pic d'activité, mais puisse être souple, et effectivement avoir plutôt un tarif variable à la palette stockée, quitte à avoir ce qu'on appelle un couloir de facturation, c'est-à-dire un plancher mini en dessous duquel il peut pas descendre en termes de variabilité, hein, cette notion un peu de fixe et ensuite de variable. Soit vous êtes plutôt sur un flux moyen ou sur une cellule dédiée ou sur une zone dédiée, il va plutôt vous facturer au mètre carré effectivement, et là il y aura très peu de variabilité. Donc tout dépend du type d'activité, de votre saisonnalité, de ce que vous lui annoncez aussi à votre prestataire. On peut avoir les deux cas. Mais encore une fois, si vous le voulez bien, je vous appellerai pour qu'on puisse discuter peut-être du contexte et du secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez. Est-ce que nous avons d'autres questions qui arrivent? N'hésitez pas, c'est le moment. Il nous reste encore quelques minutes si vous le souhaitez. Les niveaux de facturation et quand je parlais coût fixe, coût variable vont être aussi liés au type de moyens que met un prestataire à votre service. Si on est sur des produits spécifiques ou avec des investissements du matériel spécifique,
on va plutôt avoir tendance à facturer un forfait qui va inclure toutes ces spécificités. Si on est, mettons, sur du stockage très spécifique sur Cintre ou autre, ben, on ne va pas pouvoir mettre du colis traditionnel à côté, donc on va plutôt vraiment dédier une surface et une activité, une installation à tel ou tel opérateur. Bien, je vois qu'a priori, j'ai plus de questions. Vous avez mes coordonnées sous les yeux. Vous allez recevoir donc encore une fois un lien à la fois pour charger cette présentation et à la fois pour pouvoir revisualiser donc le replay du webinaire. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions spécifiques et je vous souhaite donc un bon appétit, une dernière vérification. Toujours pas de questions. Eh bien, l'heure est maintenant venue pour conclure ce webinaire. Très bon week-end à vous, bon appétit et rendez-vous le 8 juillet, je vous le remets ici, pour parler de l'étude de faisabilité. À très bientôt, merci, au revoir.